D'abord, partons sur les mots, ce qu'ils veulent dire. Dans le langage commun, le genre est la catégorie de genre à laquelle une personne pense appartenir, féminin, masculin ou autre. Parce que ça peut être ni l'un ni l'autre, ça peut être l'un ou l'un puis l'autre, dans la gender fluidité. Pour ceux qui se prétendent agenre ou gender fluide, ils ne se reconnaissent ni dans le féminin ni dans le masculin. Donc le sexe qu'on a l'habitude de distinguer du genre, le sexe, lui, renvoie à la distinction biologique qu'il est possible d'opérer dans l'espèce humaine entre des individus de sexe mâle et de sexe femelle, et intersexes, sur la base de leurs caractéristiques physiologiques, c'est-à-dire chromosomes, hormones, gonades, notamment. Alors on verra un petit peu plus précisément plus tard. Le genre, lui, il renvoie à un ensemble de déterminations, à la fois psychologiques et sociales, qu'on a bien le terme là, social, par lesquelles les individus se définissent et se font reconnaître dans une société comme des hommes, des femmes ou autrement. Donc on va retrouver dans le genre les caractéristiques qu'on prête généralement à la féminité, par exemple la douceur, l'attention à l'autre, l'empathie, et chez l'homme, les caractéristiques, l'agressivité, la combativité, voilà. Donc on va retrouver ces déterminations-là. Mais toujours selon le langage commun, le sexe serait une donnée biologique, tandis que le genre serait une construction sociale. Et cette distinction, en réalité, elle est complètement contestée de part et d'autre. Elle est contestée par les partisans qu'on va appeler naturalistes, qui disent qu'il n'y a en fait pas de distinction entre d'un côté le sexe et de l'autre le genre. Le genre découle, est déterminé, il est programmé par des déterminants biologiques, par le sexe. Et de l'autre, on va retrouver le même refus de la distinction, mais pour d'autres raisons. On va les appeler ceux-là les partisans du constructionnisme, qui disent en fait, c'est faux de dire qu'il y a d'un côté un sexe qui serait biologique et de l'autre un genre qui serait que social. Le sexe n'existe pas sans le genre. Le sexe est aussi construit que le genre. Là, on est face à un constructionnisme total. On va voir évidemment ce que ça peut impliquer. Donc d'un côté, on aurait un déterminisme biologique et de l'autre, on aurait un déterminisme social. Et comment prendre place dans ce conflit ? En réalité, on peut se poser la question de savoir s'il y a vraiment un fondement naturel à l'existence du genre, ou est-ce qu'il faut trouver, notamment dans cette exigence de bicatégorisation, c'est-à-dire qu'il y ait du féminin et du masculin, est-ce qu'on va trouver plutôt du côté de la norme sociale cette exigence de deux catégories, féminin et masculin ? Ou est-ce qu'on peut trouver des fondements naturels de l'existence de ces deux catégories ? On va poser la question. Pour bien comprendre que cette question n'est pas qu'abstraite, pas que des théories, mais qu'elle est très concrète, on va partir d'un exemple problématique. C'est l'exemple de Bruce Reimer. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Bruce Reimer, né en 1965, c'est un Canadien. Il est connu parce que, il est connu sous le nom du cas de John et de Joan. Bruce Reimer était un petit garçon, et à l'âge de 8 mois, il faut l'opérer parce qu'il souffre d'un phimosis. Au moment de la circoncision, il y a un ratage. Donc le phimosis, c'est que le prépuce obstrue en fait l'urètre et l'empêche d'uriner correctement. Donc on veut lui faire une circoncision, elle rate et on mutile gravement en fait son pénis. Alors les parents consultent un spécialiste, John Money, professeur de psychopédiatrie et de psychologie médicale à l'hôpital universitaire de Johns Hopkins de New York. On constate qu'il est impossible de reconstruire ce pénis. Eh bien, le professeur Money propose de faire de Bruce une fille. On procède ainsi, ablation des testicules, construction, avec ce qui reste du pénis, construction d'une cavité vaginale, et voilà, Bruce deviendra
Brenda, et sera élevée par ses parents comme une fille. Comme Bruce a un frère jumeau, Brian, le cas paraît à John Mooney très intéressant, parce qu'il va pouvoir vérifier que la théorie que depuis quelques années il élabore fonctionne. Et cette théorie, c'est de montrer en fait que le genre, c'est une affaire d'éducation. Le corps est neutre et on peut faire ce qu'on veut, chirurgicalement, un garçon ou une fille, peu importe. C'est l'éducation qui ensuite va produire chez l'enfant le sentiment d'appartenir à du féminin ou du masculin. Et en plus, c'est très bien parce que comme il a un frère jumeau, Brian, ça va être l'échantillon témoin. Vous savez, en science, on a toujours besoin de vérifier, de comparer avec un échantillon témoin. Donc là, c'est parfait. Il est enthousiaste sur cette décision qu'il prend de transformer Bruce en Brenda. Hélas, Brenda Reimer, elle va vivre des choses un peu plus tragiques, puisque à 15 ans, elle a voulu reprendre son identité masculine en dépit du fait qu'on lui ait amputé ses testicules. Donc elle prit le nom de David. Et là, elle va repartir en chirurgie, se faire retirer les seins, etc., etc. Il se marie, David, il devient le beau-père des enfants de sa femme, et puis il finit par se suicider à 38 ans. Donc c'est tragique. Et au cours des décisions que les parents et les médecins ont dû prendre, en fait, il y avait deux théories rivales qui ont été successivement mobilisées. C'est d'un côté, celle du sexologue John Mooney, qui dit qu'à la naissance, un enfant est neutre à l'égard des rôles sexuels. Il parle de tabula rasa, voilà, une sorte de page vierge. Et cette théorie fait argument en faveur d'un constructionnisme total. Voilà, le concept de genre résume une sorte de plasticité de l'individu, la possibilité de construire un individu socialement masculin ou féminin, quelle que soit la base biologique sous-jacente. En fait, le corps, c'est un substrat biologique. Il y a un jeu d'hormones, certes, pendant la naissance, mais ensuite, on peut, grâce à l'éducation, produire une autre appartenance, en fait. Et pour Mooney, le critère biologique n'est pas déterminant. Il y a quand même un critère esthétique. Voilà, il faut que la taille du pénis soit appropriée. Il y a un critère moral, en fait, il faut que le pénis ait la capacité d'opérer un coït hétérosexuel. Si le pénis est trop petit, hop, on transforme l'individu en fille, puisqu'il ne pourra pas réaliser sa fonction du coït hétérosexuel. S'il est mal formé, pareil, on l'enlève et on le transforme, on le transforme en vagin, en réalité. Voilà. On le réassigne dans un sexe féminin, et peu importe qu'il soit XX ou XY. Alors la seconde théorie, qui s'oppose à celle de John Mooney, c'est celle des endocrinologues, qui disent qu'au contraire, l'enfant subit dès avant la naissance, en fait, dans le ventre de la mère, il subit des influences hormonales, et cet individu n'est pas neutre, il n'est jamais neutre. Dès sa naissance, il est orienté dans une voie de développement organique et psychique. Il a des tendances, il a des comportements de garçon ou de fille, et ça va être le docteur Diamond qui va défendre cette position. Lui, il nie complètement le social, en tout cas que le social soit tout puissant. Il y a une nature ultime de l'être, une essence logée dans les hormones, et par-delà dans les manières d'être, en fait, bien avant la naissance. Même sans pénis, Brenda continue à se sentir masculin du fait de l'activité des hormones. Donc c'est du côté des hormones qu'il faut regarder. Rétrospectivement, on pourrait proposer une autre théorie qui, au moment des sessions, n'avait pas été proposée. C'est de penser qu'il fallait laisser peut-être David... il fallait ne pas intervenir, en fait, sur le corps. C'est ce que David, à la fin, avant de se suicider, c'est ce pourquoi David militait, de ne pas intervenir sur les enfants intersexes, de ne pas intervenir chirurgicalement, et explorer en fait une autre voie.
Donc que ce soit Money, partisan du constructionnisme total, on voit bien, il y a quand même l'exigence de deux catégories, féminin, masculin. Il faut réassigner un sexe qui serait trouble vers du féminin ou du masculin. Donc il y a les deux catégories. Et qu'on soit du côté en fait, des naturalistes, qu'on pense que le sexe et le genre soient déterminés par la nature, mais il y a aussi l'idée des deux catégories. Il faut qu'on trouve en fait face à quelque chose qui serait trouble, indéterminé, il faut qu'on trouve en allant regarder les chromosomes ou en allant regarder les hormones. Il faut qu'on aille chercher où est cet enfant, où l'assigner. Est-ce que c'est du féminin? Est-ce que c'est du masculin? Donc on retrouve toujours les deux catégories. Alors, nous pouvons nous demander en fait s'il y a dans la nature des déterminants biologiques à l'origine de cette bicatégorisation. Pourquoi on a ces deux catégories? Ou est-ce que ce n'est qu'une affaire sociale en fait? Alors on va aller du côté de la biologie. Regardez, est-ce qu'il y a dans la nature ces deux catégories? Ou les fondements naturels de ces deux catégories? Et que dit la biologie? Alors là, je vais m'appuyer sur un spécialiste de la biologie, c'est Thierry Hoquet, qui a écrit un livre « Des sexes innombrables » en 2016. Et lui, il étudie en fait comment la biologie parle en fait des sexes. Et une des premières difficultés en fait en biologie, c'est de définir ce qu'est le sexe. Parce que le sexe d'un individu, ça peut être les chromosomes, XX, XY, mais ça peut être ses gonades, les testicules, les ovaires, ça peut être les types de gamètes qu'il produit, donc les spermatozoïdes, les ovocytes, mais ça peut être aussi son anatomie interne, donc parfois c'est simplement les canaux de Wolff, les canaux de Müller, Wolff pour l'homme, Müller pour la femme. La femme, elle a des canaux de Wolff aussi, mais pas développés, en fait. Ou ça peut être son anatomie externe, est-ce qu'il a un pénis, est-ce qu'elle a une vulve? Ça peut être son profil hormonal, avec est-ce qu'il y a une dominance des androgènes ou des oestrogènes? Mais ça peut être aussi différentes caractéristiques secondaires, comme la taille, la poitrine, s'il a une poitrine, est-ce que c'est pas finalement du féminin? Et après, tous ces niveaux après sont censés être alignés. On va voir qu'ils ne le sont pas toujours. Donc déjà, comment définir le sexe? C'était l'occasion. Voilà, c'est un tableau. Alors désolé, le tableau il est pas fait à la main. J'ai repris. Donc je voulais juste. Et normalement il y a 10 niveaux, 10 façons de définir le sexe. Du sexe génétique ou chromosomique qu'on a souvent en tête, mais après tout ce qu'on a évoqué là, les gonades, les gamètes, voilà, les canaux, internes, externes. Alors sexe périnéal, c'est ce qu'on regarde en général à la naissance. On regarde si c'est un garçon ou une fille simplement par le sexe périnéal, le sexe hormonal, le sexe somatique, corporel, morphologie générale, le sexe légal, du coup ça va être du côté de l'identité, le sexe psychique, et n'apparaît pas le sexe de l'orientation sexuelle, en fait, qu'on met en dernier. Donc c'est 10 niveaux. En général, ce qu'on pense, c'est que les 10 niveaux sont alignés quand la personne a les chromosomes XX, oui, ben elle va avoir toutes les déterminations qui vont suivre, en fait, qui découlent. Et pareil pour XY. Alors, si on regarde, est-ce que dans ces niveaux, à un moment donné, il y a une bicatégorisation? Est-ce qu'à un moment donné, il y a du féminin et du masculin séparés et il n'y a que du féminin et du masculin? Et là, eh bien, il se trouve que oui, on trouve à un niveau, on trouve quelque chose de ce type, c'est au niveau des gamètes. Vous voyez, les gamètes, c'est le niveau 3. Et alors là, au niveau des gamètes,
en effet, on trouve... Alors, ça va être un petit peu des termes techniques, mais c'est important parce que ça nous permet de comprendre ce qui se passe. Il y a des cellules reproductives haploïdes, et là, les gamètes sont en effet au nombre de 2, les spermatozoïdes et les ovules. Leur mélange est nécessaire pour la reproduction. Dans ces cas-là, il ne peut pas y avoir de reproduction sans un mélange génétique grâce à la fusion de ces 2 gamètes. Donc, toutes les espèces qui pratiquent la reproduction sexuelle ne mobilisent que 2 types de gamètes. Mais parmi les espèces, certaines sont isogames, et alors là, les 2 gamètes sont de la même taille. Ou alors, les espèces sont anisogames, et elles se sont spécialisées. Par exemple, c'est, comme pour l'espèce humaine, l'ovule, alors là, qui est gros, rare et nutritif, et puis qui a besoin du spermatozoïde, qui lui est un gamète petit, mais en grand nombre. Donc il faut la fusion des 2. Alors c'est l'anisogamy, c'est-à-dire cette dernière situation, qui fonde la théorie biologique des 2 sexes. Alors ces 2 sexes se réunissent pour la reproduction. Mais de là à dire qu'il faut la réunion des sexes pour qu'il y ait reproduction, on ne peut pas franchir ce pas en biologie, nous dit Thierry Oquet. Parce qu'en fait, il y a des reproductions qui ne nécessitent pas la rencontre sexuelle de deux gamètes. C'est par exemple la bactérie qui se reproduit, elle, par clonage ou alors par duplication sans sexe. Donc toute reproduction ne passe pas par cette sexualité hétérosexuée, dissexuée en biologie. Alors après, quand on regarde, est-ce que tous ces niveaux peuvent être alignés comme on le pense dans le déterminisme naturel? Là, Thierry Oquet constate que bien souvent, c'est compliqué. Les niveaux ne se recoupent pas. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça serait l'alignement? Un embryon doté des chromosomes XY est censé former des testicules, ce qui amènera une prédominance des androgènes lors de sa période fœtale, qui le conduiront à former un pénis et à acquérir ensuite diverses caractéristiques secondaires associées au sexe mâle, et inversement pour les individus dotés d'une formule XX. Donc on voit, il y a une sorte de genèse petit à petit, naturelle, des différents niveaux. Mais en réalité, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le fait que cette genèse soit évolutive, prenne du temps, ça va produire en fait des alignements. Quelques exemples qui vont faire qu'il y ait des exceptions à la binarité. Aux côtés des formules chromosomiques, par exemple XX et XY, on trouve une autre formule qui est la formule X0, qu'on a appelée le syndrome de Turner. Mais on trouve aussi la formule XXY, qui est le syndrome de Klinefelter. Donc, aux côtés des testicules ou des ovaires, il existe aussi des ovotestes, c'est-à-dire des gonades qui présentent des caractéristiques des 2 types. Et ensuite, certains marqueurs ne sont pas dichotomiques. C'est le cas pour la plupart des caractéristiques sexuées secondaires, comme la taille ou la pilosité, mais également pour l'anatomie génitale externe, qui ne se laisse pas toujours aisément caractériser comme mâle ou femelle. C'est-à-dire que les femelles peuvent aussi avoir de la pilosité, et certains mâles ne pas en avoir du tout ou être de petite taille. Enfin, il arrive que ces différents niveaux ne soient pas alignés. Par exemple, certains individus XY présentent une morphologie externe typiquement femelle, liée par exemple à un syndrome d'insensibilité à la testostérone. Et tandis que d'autres, dotés d'une formule XX, présentent une morphologie complètement mâle. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la Chapelle. Donc voilà, il y a quand même une variation importante dans la nature, et ce qui va rendre compliqué parfois la décision.
où assigner l'enfant quand on a inspecté le sexe périnéal et que la situation est trouble, où assigner l'enfant. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un souci comme ça avec une sportive, Caster Semenya. Oui, d'accord. Et on lui avait obligé à faire un test de féminité et parce qu'elle avait trop de testostérone. Et elle ne pouvait plus que concourir, elle avait été quand même triple championne du monde du 800 mètres, elle ne pouvait plus que concourir qu'à condition que son taux de testostérone soit bas dans les limites imposées aux femmes, enfin les moyennes normales pour les femmes. Et finalement, la fédération avait considéré que c'était un homme, qu'elle ne pouvait plus concourir avec les femmes. Donc il y a ce genre de situation. Donc, dans la nature, on voit, il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter, il y a une grande variabilité. Donc, on pourrait aller regarder, c'est pas évident de trouver des déterminants naturels et biologiques de cette bicatégorisation, d'après Thierry Hockey. Donc, on pourrait aller regarder du côté culturel, dans la société, est-ce qu'on trouve dans les cultures, dans toutes les cultures, de manière universelle, ces deux catégories, féminin, masculin, et là, de nouveau, on rencontre une forte diversité. Il y a beaucoup de cultures qui présentent plus de deux genres. Par exemple, les Two-Spirits. Donc là, c'est en Amérique, dans des sociétés américaines, natives américaines. On rencontre, par exemple, 4 genres. L'homme, la femme, mais aussi le féminin-masculin et le masculin-féminin. Le genre n'est pas lié au sexe, mais à des rôles sociaux, à des attributs. Un individu peut intégrer, par exemple, des esprits ancestraux de genres différents. Voilà, il est envoûté par un esprit mâle et un esprit femelle, donc il est Two-Spirit. Et ces Two-Spirit, ils vont avoir une importance, en fait, dans la société, parce qu'ils vont être les gardiens de la tradition orale. Ils vont transmettre les mythes et l'histoire de la société, notamment à travers des chansons. Donc ils ne sont pas du tout exclus ou considérés comme monstrueux. Au contraire, on leur donne un rôle. Ils ont été visités par les anciens. Donc c'est important pour la communauté. On retrouve aussi au nord de l'Ouganda, dans la culture Lugbara, donc c'est l'actuelle République du Congo, on trouve 2 genres, les oculés et les agoulés. Et les oculés, ce sont des femmes trans en fait. Qui ont transitionné du coup vers l'identité de femme. Et les agoulés, ce sont des hommes trans. Donc ce seraient des genres à part entière dans cette culture. Certaines fonctions chamaniques ne peuvent être exercées que par ces 2 genres-là, les hommes trans et les femmes trans. Et ils peuvent communiquer avec les ancêtres. Donc on retrouve ça même au XVIIe siècle à Naples, avec les Feminelli. On retrouve ça chez les Bisus chez les Bugis, pardon, sur l'île Sulawesi, du côté de Bornéo. Il y a 5 genres, là. On retrouve aussi dans la culture Toraja, dans les montagnes du sud et du sud-ouest de l'île de Sulawesi, qui valorise en fait ce qu'ils appellent les Toburake Tambolang. Ce sont des personnes comme ça qui ont des capacités à être haut placées dans la hiérarchie, parce qu'elles ont des capacités spirituelles supérieures. Et elles officient pendant les cérémonies. De nouveau, les Mahou aussi, à Hawaï ou Tahiti. Enfin, plusieurs cultures comme ça qui présentent en fait plus de 2 genres. Donc on ne peut pas dire qu'il y a de manière universelle cette bicatégorisation dans la culture. Donc l'hypothèse qu'on aurait pu faire, c'est important qu'il y ait 2 genres pour la reproduction. En fait, ce dessin, ce souci qu'a l'espèce de se reproduire, et ce souci que peut avoir une société aussi de sa permanence dans le temps, c'est pas clair en fait quand on observe les résultats des anthropologues. Alors, elle vient d'où alors cette bicatégorisation ? Moi, je vais proposer quelque chose, c'est qu'elle est ni naturelle ni sociale en fait, parce que de toute façon notre vision qu'on a de la nature est construite. Elle est construite par ceux qui, justement, ont besoin de se rapporter à la nature. La nature, elle est construite par ceux qui font des sciences de la nature. Et c'est justement une des positions de Elsa Dorlin dans Sexe, genre et sexualité,
elle s'est posé la question de à quel moment, en fait, cette histoire de genre est apparue. À quel moment on a commencé à parler du genre? C'est apparu au milieu du XXe siècle. C'est apparu dans le monde médical. C'est apparu quand on a eu besoin, justement, d'assigner des enfants intersexes. Alors, il y a environ 1,6 à 2% d'enfants qui naissent intersexes, c'est-à-dire avec les deux sexes. Donc, on ne sait pas, ou on ne peut pas déterminer si c'est une fille ou un garçon. Eh bien, quand il a fallu réassigner chirurgicalement l'enfant à un sexe, eh bien, on s'est posé la question du genre. C'est là qu'est né le mot. D'abord, on a parlé d'identité sexuelle, et puis, petit à petit, grâce à M. Stoller, on est passé de l'identité sexuelle à la notion de genre, et là, la distinction sexe-genre, à partir de 1968, elle est faite. Alors, ce que Elsa Dorlin regarde, c'est l'histoire en fait de cette notion de sexe dans l'histoire de la biologie. Et très tôt, au XVIIe siècle, les savants en fait répertorient des déterminations, des caractéristiques du sexe, mais directement selon une binarité. Fille, garçon, féminin, masculin. Donc ils ne remettent pas du tout en question cette binarité. Et donc de nouveau, avec John Money, au moment de la chirurgie des enfants intersexes, on maintient cette binarité, on ne la remet pas en question. C'est petit à petit, on va se rendre compte en fait que c'est problématique, c'est un obstacle épistémologique en fait, cette binarité, et qu'on se rend compte qu'il y a d'autres choses, et qu'il va falloir abandonner en fait cette binarité dans le monde médical. Et c'est ce que propose Anne Foster Sterling. À un moment donné, elle a écrit un texte qui était un peu provocateur ou polémique, qui s'appelle Les 5 sexes. Alors, les 5 sexes, pourquoi mâles et femelles ne sont pas suffisants? Et elle montre en fait qu'il y a d'autres, au vu des morphologies, qu'on pourrait en fait proposer 5 genres ou 5 sexes différents. Alors lesquels? Les 2 traditionnels, et puis en plus il faudrait ajouter du coup les herms, les merms et les ferms. Alors oui. Les herms, ce sont les véritables hermaphrodites. Du coup, ils ont, un ovaire, un testicule, donc une gonade de chaque. Donc voilà, c'est... Les merms sont des pseudo-hermaphrodites à tendance plutôt masculine, des testicules et certains appareils de génital féminin. Vagin, clitoris par exemple, mais pas d'ovaire. De la poitrine à la puberté, mais XY. Et les ferms, eux, possèdent des ovaires, parfois un utérus, et certains aspects de l'appareil génital masculin, mais pas de testicules. Ils sont XX. Et à la puberté, leur pousse la barbe et un pénis qui peut atteindre la taille adulte, alors qu'ils sont XX. Voilà. Alors, ça peut paraître étrange au vu du constat qu'il y a des intersexes. On pourrait se dire que finalement, ça ne concerne pas beaucoup de personnes. 1,6%, 2%. Est-ce que ça mérite qu'on fasse sauter la bicatégorisation féminin-masculin au vu de ça? Mais en fait, les 2% cachent une autre réalité, puisque au hasard d'une étude qui avait été faite sur le cancer de l'urètre, on avait fait venir des volontaires pour tester un remède, ou tester et observer. Et on s'était rendu compte, en fait, en observant l'urètre des hommes qui venaient, que seulement 55% des hommes présentaient une anatomie normale, permettant de les catégoriser comme masculins. Et 45% présentaient des déviances par rapport à la norme, à même de créer une forme d'ambiguïté. Donc 45%,
c'est quand même un chiffre important et qui laisserait penser que c'était pas si simple en fait cette bicatérisation et qu'on pourrait envisager que ce n'est qu'une norme sociale puisque si on la maintient, cette bicatérisation, ça exclut en fait, ça rejette comme anormal la moitié de la population masculine. Donc c'est quand même énorme. Alors, c'est pour ça que Elsa Dorlin et Judith Butler concluent en fait que le genre est un rapport de pouvoir qui conforme le réel, notamment le réel avec ce système de deux catégories. Et c'est à partir du genre, en fait, qu'on construit le sexe. C'est pour ça que Butler, notamment, elle est constructionniste. Elle dit c'est parce qu'on a une idée du genre qu'on va construire après chirurgicalement sur les enfants intersexes un sexe qui ressemble à l'idée qu'on se fait, à la norme qu'on a. Donc c'est en fait le genre précède le sexe. Le genre nous fait regarder, connaître le sexe d'une certaine manière. Donc le genre est avant le sexe. C'est tout à fait étrange, mais c'est une position qui se défend. Et par ailleurs, ce qu'elles disent, c'est que au fond, le genre, c'est un rapport de pouvoir. C'est d'abord un rapport de pouvoir. Alors, pourquoi on maintient quand même ces deux catégories, femme, homme, féminin, masculin? À quoi ça sert? À qui ça sert? Et là, on va pouvoir faire deux hypothèses différentes. À quoi ça peut servir? À qui ça peut servir qu'il y ait... Pardon, excusez-moi. À qui ça peut servir? À quoi ça peut servir de maintenir ces catégories femmes-hommes, alors même qu'on a vu il y a une grande variation biologique et par ailleurs, il y a des cultures qui ont adopté d'autres genres. À quoi ça sert? À qui ça sert? Alors là, on peut faire deux hypothèses différentes. La première, c'est celle qu'on peut faire avec Simone de Beauvoir. Le même et l'autre. Quand Simone de Beauvoir écrit Le deuxième sexe, elle se pose cette question. Elle se pose la question de savoir, donc Le deuxième sexe, elle écrit en 1949, elle ne connaît pas toutes ces histoires d'intersexualité, elle en parle un petit peu, mais elle ne sait pas, elle n'a pas regardé en fait le travail qu'a fait Elsa Dorlin, tout ça, mais elle se pose la question de comment ça se fait-il en fait que la femme ne soit pas d'emblée considérée comme l'égal de l'homme et qu'il y ait entre eux une forme de réciprocité, d'amitié, de mêmeté. On est les mêmes. Voilà, on est les mêmes. Pourquoi? Et là, elle pose la catégorie du même et de l'autre. En fait, le même et l'autre, ça fait deux. Et la femme, c'est l'autre de l'homme. Alors, on va expliquer ça. En revenant à la phrase d'abord la plus célèbre de Simone de Beauvoir, que tout le monde connaît, c'est ça, c'est exactement ça. Donc on ne naît pas femme, on le devient. Donc ce que dit Simone de Beauvoir, c'est que la femme n'est pas naturellement déterminée à être ce qu'elle est. Elle est devenue cela par l'action sans doute sur elle de quelque chose. Et ce quelque chose qui a agi pour la faire devenir ce qu'elle est, c'est la civilisation, c'est la médiation d'autrui. Mais qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, elle dit dans la suite du texte, un intermédiaire entre le mâle et le castrat. Un intermédiaire entre le mâle et le castrat. Donc elle est définie en fait par son manque du pénis, elle est définie par rapport à l'homme. L'homme, c'est le modèle de référence, et elle est un intermédiaire à côté par rapport à l'homme. Donc on ne la définit pas par des qualités intrinsèques. Elle n'est pas la même que l'homme. Ils sont deux, et elle est différente, elle est l'autre. Alors dans le tome 1, elle essaie d'expliquer pourquoi il y a eu ce même et ce l'autre. Pourquoi elle utilise le terme l'autre pour parler de la femme. Pourquoi la femme, ce n'est que l'autre de l'homme. Et elle explique en faisant référence à Lévi-Strauss d'une part, à l'idée
que dans les sociétés primitives, il y avait une sorte de logique comme ça, binaire, qui s'installait, avec des oppositions. Donc on serait dans une sorte de vision, de langage binaire des sociétés primitives. Et d'autre part, elle explique, en utilisant Hegel, elle explique comme une forme... en fait, c'est le résultat d'une lutte pour la reconnaissance. Donc elle fait référence à la lutte des consciences, à la lutte à mort des consciences de Hegel, où Hegel dit « chaque conscience, quand elle se rencontre, elle ne sympathise pas immédiatement, elle cherche au contraire... elle rentre en rivalité, en lutte pour se faire reconnaître. Chaque conscience exige de l'autre d'être reconnue comme étant la meilleure ou la plus belle, ou étant un être de pensée, étant supérieur à ses instincts, étant un être humain. Donc elle exige d'être reconnue, mais l'autre aussi exige d'être reconnu. Et en fait, ce qui va se passer là, dit Simone de Beauvoir, c'est que dans cette hostilité primitive, eh bien, l'homme va dire « je suis le sujet et toi, tu es l'objet ». Et la femme, elle va se retrouver la perdante, en fait, dans cette relation. Elle va se retrouver celle qui a reconnu l'homme, mais n'est pas reconnue en retour par l'homme. Donc elle se fait avoir. Et donc l'homme se pose, lui, comme le sujet, comme l'essentiel, comme l'absolu, et elle se retrouve dans la position de la relative, de l'inessentiel et de l'objet. Voilà, elle est l'objet du sujet. Elle est regardée. Et alors, elle se pose la question aussi, mais pourquoi les femmes ont accepté ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle va chercher, dans un premier temps, elle va aller chercher du côté de la biologie, elle ne trouve pas les raisons, elle va aller chercher du côté de la psychanalyse, parce que dans l'évolution psychanalytique, elle ne trouve pas les raisons de cette position de la femme. Elle va aller chercher du côté de l'organisation du travail, de l'économie, pour voir. Non, elle ne trouve pas non plus la raison. Et ce n'est que dans le tome 2 qu'elle va proposer en fait une interprétation de cette position que prend la femme. Donc dans le tome 2 qui commence par le chapitre « Formation ». Et voilà ce qu'elle dit après avoir énoncé sa phrase célèbre. Elle dit « Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un autre. En tant qu'il existe pour soi, l'enfant ne saurait se saisir comme sexuellement différencié. » Et ce qu'elle dit ensuite, c'est qu'en fait, les enfants, avec leur corps, ils ne constatent pas de différence. La fille, elle ne constate pas qu'il lui manque quelque chose. Elle n'est pas dans le manque du pénis, comme dirait Freud. Non, elle vit son corps. Le corps, c'est une relation avec le monde. Le corps, il est relationnel. Et elle se sert en cela de tout ce que Merleau-Ponty a découvert. Le corps, il est source de sensations, mais il est relation au monde, il est ancrage dans le monde. Il nous permet d'explorer le monde. Et là, la petite fille, elle a tout ce qu'il lui faut pour explorer, comme le garçon qui a le même corps. Ils ont le même corps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a cette histoire quand même du pénis. Nous dit Simone de Beauvoir, le pénis qui se laisse voir, qui se laisse saisir, et dans lequel le garçon va s'aliéner en fait. Et la petite fille, elle, s'aliéner, c'est-à-dire il va pouvoir s'identifier à son pénis. Il va faire de son pénis son alter ego, elle dit. Il va en fait faire de son pénis le symbole de son autonomie, de sa transcendance, de sa puissance. Il mesure la longueur de son pénis avec ses camarades, celle du jet urinaire. Plus tard, plus grand, il mesurera son érection. L'éjaculation sera source aussi de satisfaction et de défi. Tandis que la petite fille, elle ne peut pas s'incarner. Elle n'a pas cet alter ego. Elle ne voit pas dans quelle partie d'elle-même elle pourrait s'identifier, se reconnaître tout entière. Et bien là, on lui donne un objet étranger dans lequel elle va pouvoir s'identifier elle aussi, s'aliéner. Et cet objet étranger, c'est la poupée. Voilà, on dit une poupée. Mais la poupée, c'est un objet étranger. Du coup, elle va s'identifier en effet à la poupée. C'est-à-dire qu'elle va se représenter comme poupée. C'est ça, c'est l'idée de s'aliéner, tout entière. Mais la poupée, c'est un objet étranger à elle.
donc elle va être coupée d'elle-même par cette identification, coupée de sa vitalité. La poupée, c'est inerte, c'est du plastique, ça ne bouge pas. Elle est coupée de sa propre vitalité, tandis que le garçon, lui, va être en adéquation avec sa vitalité. Et puis, évidemment, c'est toute la culture, en fait, qu'on lui transmet à travers cette poupée. Il faut qu'elle soit jolie, la poupée. Il faut qu'elle plaise au regard des autres. Il faut qu'elle soit passive. De toute façon, elle est passive. C'est du plastique, ça ne bouge pas. Donc, et ça, c'est tout le rôle de la femme, en fait, qui va s'inscrire là-dedans. Et alors après, la formation, évidemment, c'est pas que la poupée, mais c'est toute la formation qu'elle va vivre, où elle va apprendre petit à petit à renoncer à sa vitalité. Elle va et découvrir, en fait, sur son chemin, sur sa formation, que les grands noms qui ont fait l'histoire, ce sont des hommes, il n'y a pas de femmes. Donc elle n'a personne à qui s'identifier pour rattraper cette histoire de poupée. Elle ne peut pas s'identifier à des grands noms, à des grands personnages historiques. L'histoire est faite par des hommes, ainsi de suite. Voilà. Et petit à petit, elle va accepter, en fait, ce rôle de femme subalterne. L'homme donne des finalités à ses projets, et elle est au service, en fait, de ses projets. Voilà, c'est ce que dit Simone de Beauvoir, c'est son analyse. Donc il y a bien une différence anatomique, mais qui aurait pu être rien du tout. Mais il y a ce désir, en fait, d'être qui va, et plus la formation, la civilisation, qui va créer ainsi une infériorisation de la femme. Donc c'est une relation de pouvoir, en fait, qu'elle dénonce. Alors, je vais rapidement, la dernière hypothèse qui diffère de celle de Simone de Beauvoir, ce serait en fait, pourquoi on a maintenu cette bicatégorisation, ce serait en fait au nom de l'hétéronormativité, et c'est pour maintenir en fait un système hétérosexuel contre l'homosexualité, contre le risque de l'homosexualité. Et ça, c'est une proposition qui a été défendue donc par d'autres femmes, Juliette Drouard, qui est en transition de genre, et Judith Butler, dont on a parlé un petit peu. C'est un grand nom sur le genre. Elle a écrit Le trouble dans le genre. Et ce qu'elles disent, c'est qu'en fait, l'hétérosexualité, c'est un système. C'est un système qui a 3 commandements. Alors là, ça va peut-être vous hérisser les cheveux, hein, je prends le risque. 3 commandements. Premier commandement, la différenciation sexuelle forcée. Il faut créer, on prend des individus, il faut qu'il y en ait qui soient féminins et masculins. Voilà. Deuxième commandement, la mise en couple obligatoire. Il va falloir qu'ils se mettent en couple, c'est ce féminin et ce masculin. Puis, l'exploitation du travail de l'un au service de l'autre, c'est-à-dire le dominant. Donc un rapport de domination. Et c'est ça, pour Juliette Drouard, par exemple, qui a écrit « Sortir de l'hétérosexualité », c'est ça, en fait, le système hétérosexuel. Et ça lui semble totalement absurde, il faut sortir de ça. Elle trouve que c'est absurde qu'on nous demande est-ce que c'est madame ou monsieur, qu'il faille, quand on va acheter du pain, dire quel est notre genre, en fait. C'est vrai, pourquoi il faudrait cesser, en fait, de dire madame, monsieur, de se déclarer appartenant à un genre. Alors, c'est aussi la position de Judith Butler. Pour elle, Judith Butler, en fait, elle dit, en fait, c'est l'interdit de l'homosexualité qui a fondé les 2 catégories et qui a fait alors c'est toute une analyse qu'elle fait, mais qui a fait qu'on s'identifie plutôt à du féminin ou à du masculin. Donc pour elle, c'est premier, en fait. Donc c'est pas un problème de pouvoir, un rapport de pouvoir, c'est l'interdiction de l'homosexualité. Alors, ce qui est intéressant, pour finir, prenez le temps, ce qui est intéressant dans cette deuxième analyse, plus actuelle, c'est qu'en fait, le genre, c'est bien un problème de pouvoir, mais c'est un problème de pouvoir qui n'est pas que entre hommes et femmes, c'est un problème de pouvoir entre hommes aussi. Ça définit en fait des hommes plus et des hommes moins, des hommes efféminés, des hommes homosexuels, etc. Et des hommes qui, eux, seraient pleinement hétérosexuels. Du coup, c'est aussi un rapport de domination entre hommes. Donc ça élargit ce qu'est le genre. D'où l'idée qu'il faut déconstruire le genre, puisqu'il faut déconstruire ce rapport de pouvoir. Il faut le mettre en lumière d'abord, dire ce que c'est,
et puis après la proposition de le subvertir, ce que fait Judith Butler par exemple par des pratiques queer, quoi. Développer le bizarre, développer le trouble, pour subvertir le genre, pour se libérer du pouvoir qu'il exerce sur nous. Voilà. On n'est pas femme, on le devient. Seule la médiation peut constituer un individu. Comme un autre, on ne t'affame, on le devient. En tant qu'il existe pour soi, l'enfant ne saurait se saisir comme sexuellement différencié. Chez les filles et les garçons, le corps est d'abord le rayonnement d'une subjectivité, l'instrument qui effectue la compréhension du monde. C'est à travers les yeux, les mains, ou par les parties sexuelles qu'ils appréhendent l'univers. On n'est pas femme, on le devient. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu. Comme un autre, on le t'affame, on le devient. En tant qu'il existe pour soi, l'enfant ne saurait se saisir. Comment différencier chez les filles et les garçons? Le corps est d'abord le rayonnement d'une subjectivité, l'instrument qui effectue la compréhension du monde. C'est à travers les yeux, les mains, par les parties sexuelles qu'ils appréhendent l'univers. On n'est pas femme, on le devient. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu.